Alors, Mozart, plus de 800 pages pour ce dictionnaire amoureux de Mozart qui est dans la collection Plomb. On avait reçu d'ailleurs, ça y est, ça y est, j'ai perdu son prénom, donc Barbier, dictionnaire amoureux du théâtre. Oui, du théâtre. Voilà, du théâtre. Alors, c'est votre combienième livre d'ailleurs sur Mozart? 5e, non, c'est ça? Oui, ça doit faire à peu près ça. Mais enfin, c'est le plus long. Ah ben, je vous confirme. Il m'a pris 3 ans et demi. 3 ans et demi? Oui. Il était dans votre esprit depuis longtemps? Non, pas du tout. J'avais reçu ce contrat il y a, je sais pas, 8-9 ans. Et puis, je l'avais oublié. Et comme entre-temps, les équipes avaient changé, personne ne m'avait rappelé à l'ordre. Et j'ai reçu un coup de téléphone en me disant, alors, c'est Mozart. Et donc, je m'y suis mise et je ne pensais pas que ce serait finalement aussi long, mais je voulais qu'il soit le plus parfait possible. Je ne suis pas musicologue, je suis musicienne, je suis pianiste, je suis née dans un milieu de musiciens professionnels classiques, bien sûr. Prix de conservatoire. Oui, et donc j'ai essayé, en travaillant, je dois dire, beaucoup avec le Mozarteum de Salzbourg et Madame Geffray, qui est un puits de science, qui est une femme exquise et qui en a été la directrice pendant très longtemps. Et donc, chaque fois que j'avais une petite hésitation, je l'appelais pour voir si c'était bien le bon numéro catalogue, si c'était bien tel interprète. Et j'ai essayé, parce que je sais très bien que mes camarades musicologues se sont longtemps demandé pourquoi ils n'étaient pas à ma place à la télévision. Donc je sais que je ne peux pas trop compter sur leur bienveillance. Et je me suis dit, il faut que j'essaie quand même d'être la plus précise possible. Mais l'idée est quand même celle d'un dictionnaire amoureux, oui. C'est-à-dire qu'il faut choisir. Et ça, c'est déchirant. Et je dois dire qu'arriver à la page 300 à peu près, j'avais l'impression que j'en finirais jamais, qu'il fallait que je m'arrête, j'en pouvais plus. Comment et on à le construit partir d'un certain moment, on tombe, ce 18e siècle, c'est un siècle magique parce qu'il y a encore tout à découvrir, des grandes expéditions, des voyages, il y a des gens brillantissimes et ils n'arrêtent pas de voyager. Ce qui est sidérant vu l'état des routes. Quand on dit route, c'est déjà très bien. C'était des chemins embourbés l'hiver, torrides l'été. Donc j'ai essayé de suivre Mozart à travers ses itinéraires. Et au passage, en travaillant beaucoup sur les correspondances et sur des noms qui surgissaient de ces correspondances que je ne connaissais pas, j'étais tombée sur ce baron, ce comte Zinzendorf, à la lettre Z. Et je me suis dit, je ne l'ai pas écrit dans l'ordre, je piquais dans des... Je vais vous demander comment vous l'aviez construit. Mais... Par des petits moments. Et je me suis dit, en fait, qui c'est ce monsieur Zinzendorf qui n'arrête pas d'écrire des âneries sur la musique de Mozart, à laquelle il se rend toujours en concert. Et je me suis aperçue que d'abord, il parlait un français assez parfait, il écrivait en français. Et tous les jours, il avait un cahier sur lequel il écrivait ce qui se passait. Donc malheureusement, il y avait les critiques, pour sa mémoire, les critiques sur les concerts qu'il allait suivre. Mais il y avait aussi, aujourd'hui on dirait, c'était un fan de la météo. Tous les jours, il notait le temps, l'évolution du temps, etc. Tout ça en français. Il y a 40 cahiers qui sont conservés au Mozarteum. Et donc j'ai cherché le jour de l'enterrement de Mozart. Puisqu'il était bien convenu que ce jour-là, il faisait très froid, il neigeait, et que la pauvre Constance n'avait pas pu suivre le corbillard puisqu'il y avait ce temps effroyable. Et en fait, ce n'est pas vrai du tout. Ah. Non, parce que dans le cahier de M. Zinzendorf, il y a marqué que le temps est plutôt découvert, qu'il y a un léger brouillard, mais qui fait plutôt beau, et donc pas de neige, pas de pluie, et de surcroît, il y a une deuxième bêtise, c'est que, enfin ça c'est pas lui, c'était certains biographes, c'est que on n'a pas du tout enterré Mozart dans une fosse commune, on l'a pas jeté dans une fosse commune, mais dans une fosse communautaire, ce qui n'a rien à voir et qui était la loi édictée par l'empereur Joseph II. Vous saviez tout ça avant d'écrire le livre ou pas? Parce que vous connaissiez déjà beaucoup de choses de lui. Pas du tout, je sais en grattant un peu dans les archives et en demandant qu'on m'envoie des précisions sur justement cette fameuse histoire de Zinzendorf, sur la loi pour les enterrements de l'époque. Et je me suis aperçue que Joseph II avait dicté une loi qui disait que seule l'aristocratie avait droit à une tombe personnelle avec le nom. Tout le reste des Viennois allaient dans des tombes communautaires prévues pour 8 personnes et anonymes.
On couvrait les cordes chaudes, qui, par parenthèse, ils s'amusent beaucoup au Mozarteum parce qu'ils ont un des crânes de Mozart. C'est vrai? Oui, qu'ils ont caché au fond parce que tout le monde disait c'est le vrai, c'est le vrai. Et évidemment, c'est pas le vrai, il n'y a pas de crâne de Mozart. Voilà, on ne l'a pas retrouvé. Votre première rencontre, vous, personnellement, avec Mozart, elle est à quel âge? Oh, je devais avoir 4 ans, oui. 4 ans, oui. Parce que comme mes parents étaient musiciens, ils étaient souvent en tournée, donc j'étais élevée par ma grand-mère. Et je me rappelle très très bien que le matin, quand mon grand-père était parti dans sa maison de couture, moi je me précipitais pour faire un câlin avec ma grand-mère. Donc je sautais dans son lit. Et là, on chantait à tue-tête, toutes les deux, l'abécédaire. Parce que ma grand-mère voulait, à défaut de mes parents, elle voulait au moins que je connaisse la musique. Donc oui, je devais chanter. Et aujourd'hui, il vous met de bonne humeur le matin, dites-vous, Mozart? Mozart, oui, me met de bonne humeur parce que y a quelque chose dans sa musique qui est vraiment particulière, qui est peut-être ce côté. Moi, je suis assez. J'ai l'air comme ça parce que je suis un peu fantaisiste, et puis que j'aime bien ça et que j'aime rire parce que le rire, ça change la vie. Mais en fait, je suis assez. Comme dit ma fille, quand elle m'a dit un jour, tu es une mère médiévale. Je suis assez. Ce qui ne me rajeunissait pas. Je suis assez stricte. Disons que je serais plus protestante que catholique, bien que baptisée dans la foi catholique. Et il y a chez Mozart ce côté dans le timbre, dans sa musique, mais aussi dans sa musique vocale, peut-être encore plus particulièrement. C'est quelque chose de détimbré, presque décharné. Vous savez, quand on parle de carnaval, carne levante, c'est la chair ôtée, il reste le squelette. Et dans la musique de Mozart, il y a cette transparence qui est très difficile à avoir déjà dans le toucher des instrumentistes. Et ensuite, pour les voix, ce sont des voix, les sopranes mozartiennes, c'est très difficile à trouver, les basses encore plus, parce qu'on nous propose souvent des basses russes, et dans Mozart, ça ne va pas du tout. Mais ce sont des voix qui ne doivent pas avoir beaucoup de vibrato, le moins possible. Donc c'est très difficile de trouver des interprètes de Mozart? Oui, très difficile. Oui, c'est difficile. Oui. Monter un opéra de Mozart, moi j'ai attendu longtemps pour avoir la Pamina que je voulais avoir, parce que je recherchais ce timbre très pur, très clair, pas de vibrato. On voit, si on monte un opéra de Verdi, les grandes voix qui ont beaucoup de vibrato, au contraire, ça rajoute de la chair, de la couleur à la voix. Mozart, c'est pas ça. Et je crois que c'est ce qui crée Maman me disait toujours travaille Mozart et Bach, et après le reste, ça ira plus facilement. Elle me disait, c'est quand tu joues Liszt ou Rachmaninoff, tu rates une note, c'est pas un drame. Personne ne s'en aperçoit, c'est embêtant parce qu'il vaut mieux pas en rater, mais c'est pas un drame. Dans un trait de Mozart, on rate une note, c'est une catastrophe. Ça fait un trou, c'est la fameuse. Fais attention à tes traits, il y a des trous. C'est aussi précis que ça. Ah oui. C'est le plus précis. Mais de tous. oui, parce qu'il n'y a rien pour se rattraper. Je veux dire, quand il y a beaucoup de notes, vous jouez Liszt, personne ne s'en aperçoit. C'est pas catastrophique, mais Mozart, oui. On peut pas se permettre ça. Alors, on découvre évidemment beaucoup de choses dans ce livre, et notamment ses parents. On va revenir sur son père dans un instant, mais je voudrais qu'on commence par sa mère, Anna Maria, et vous consacrez d'ailleurs un petit passage du livre sur le « À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment » qu'on a évidemment tous fredonné et chanté. C'est étonnant parce que finalement, sa mère, elle a assez peu compté pour lui. Mais pas du tout. On ne peut pas dire pas du tout. Pas du Aucune tout. relation. Pas du tout. C'est une histoire. Il y a 2 victimes dans cette histoire. La sœur et la mère. Et c'est peut-être encore pire pour Nannerl, pour sa sœur. Parce qu'imaginez, le premier enfant, enfin, c'est pas le premier enfant, puisque Madame Mozart en a eu 6, mais des 2 survivants, l'aîné, c'était Nannerl. Et Nannerl, elle arrive la première dans la famille Mozart. Léopold fait quoi? Il prend sa petite menotte et il la pose sur le pianoforte ou le clavecin. Et puis, il en fait une virtuose du clavecin. Et quand son fils naît et qu'il commence ses grandes tournées en Europe, très tôt, on applaudit autant
Nannerl que son frère. Et même la critique dit qu'elle est plus virtuose au clavecin ou au pianoforte que son frère. Donc on les voit très bien. C'est une famille qui fait tous les Pays-Bas, va jusqu'à Londres, passe par Paris. Ils sont reçus dans toutes les cours, à Schönbrunn, à Versailles, à Londres. Ils sont couverts de cadeaux. C'est une vie rêvée. Et puis brusquement, un jour, Léopold s'aperçoit que son fils n'est pas seulement instrumentiste, qu'il est compositeur. Et là, sa fille ne l'intéresse plus. Donc d'un côté, il y a elle est complètement mise de côté, sacrifiée. Elle est totalement sacrifiée. Et personne ne s'est vraiment jamais intéressé à elle. C'est curieux, hein. On a dit, on n'en parle plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne la voit plus dans les tournées, on n'en parle plus. Et moi, je l'imagine dans cette maison, avec sa mère, qui elle aussi abandonnée, la petite chienne, Pimperle, à laquelle j'ai consacré une entrée, et sans vouloir être cruel, mais pendant ces 3 voyages italiens qui sont un enchantement pour Mozart, il a, entre les 3 voyages, il a, je dirais, il doit avoir entre 11 et 14 ans, le dernier c'est 14 ans, et à Milan, et il reste très longtemps. Les 2 premiers voyages, l'archevêque, j'arrive jamais à le dire, Schrattenbach, c'est son parrain. Donc ils partent 1 an et 5 mois, vous imaginez, de vacances sans tenir son poste. Juste avec son père. Avec son père. Le 2e voyage, il reste encore assez longtemps. Et 3e voyage, c'est le prince archevêque Colloredo qui arrive. Et lui, ça ne marche pas du tout de la même manière. Mais ils écrivent. Heureusement, parce que toutes les biographies se sont construites sur la correspondance. Et donc, on a énormément de lettres. Et ils écrivent, et que reçoit Nannerl toute seule dans sa maison à Salzbourg? Il ne se passe pas grand-chose. Hier, nous sommes allés au Vatican, c'était magnifique. Et puis, papa va m'amener rencontrer le plus grand compositeur. Et puis, on va peut-être aller voir Farinelli. Et puis. Et elle est toute seule à la maison. Et sa mère? Elle donne des leçons. Et sa mère? Sa mère, alors. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de connexion entre Mozart et sa mère? Parce que son père était toujours là. Et puis, c'est un mariage, ils se sont aimés toute leur vie. Hein. C'est un couple parfait dont on rêve. Mais elle n'était pas du même milieu que Léopold. Elle était d'un milieu moins cultivé, parce qu'elle s'était retrouvée sans père très tôt. Léopold appartenait à un milieu cultivé, et toute sa vie, il adorera le théâtre, il lira beaucoup. C'est un homme qui était très instruit, qui a des instruments de mathématiques pour les sciences et tout ça dans son bureau, dans son cabinet. Donc déjà, il y a un petit creux dès qu'on rentre dans quelque chose d'intellectuel. En même temps, je suis retombée sur une lettre d'elle où elle parle de la situation politique, et elle a un jugement extrêmement sain et brillant, et elle écrit très bien. Donc c'est pas non plus cette femme qu'on a voulu mettre parmi ses casseroles. Mais c'est surtout Nannerl. Moi, j'ai consacré un chapitre à Nannerl parce que le jour où son frère va se marier, ça va être pour Léopold et pour elle un crève-cœur, un déchirement. Et elle va repousser Constance, la pauvre Constance aussi, qui a été tellement maltraitée par les biographes, qui mérite beaucoup mieux. On la représente. Moi, j'ai adoré Brigitte Massin, que j'ai bien connue, et je me suis très longtemps servi de leur biographie, Brigitte et Jean, qui ont fait une énorme biographie, une première partie consacrée à leur vie, et une seconde partie à l'analyse, puisqu'ils étaient musicologues, des partitions. Et donc, ça m'a beaucoup servi. Mais j'en veux un peu, bien qu'elle soit au ciel, maintenant, la pauvre Brigitte, je lui en veux un peu parce que je ne sais pas pourquoi elle détestait Constance. Elle nous la présente comme quelqu'un de complètement unois. Unois qui ne sait rien faire, pas la cuisine, qui va prendre des bains avec des jeunes gens à Baden-Baden. Bref, elle lui met tous les péchés sur la tête. Et en fait, quand on regarde d'abord la chanteuse qu'elle est, elle a créé une des messes de Mozart qui n'est pas une messe facile. Ensuite, lorsque Mozart meurt, elle se retrouve... C'est elle qui gère ses affaires. Elle gère ses affaires et elle les gère avec beaucoup de sagesse. C'est-à-dire qu'elle va choisir
le musicologue honnête qui va lui conseiller les bons éditeurs, qui ne vont pas dépecer les partitions, qui vont remettre tout ça en ordre. Et enfin, comme elle a 2 enfants en bas âge à nourrir, elle va monter des tournées où elle chante avec sa sœur, avec Aloysia, le premier amour de Mozart, et elle va partir en tournée pour nourrir ses enfants, qu'elle met en nourrice, et il faut bien payer tout ça. Donc elle mérite beaucoup mieux que ce mépris, on la repousse comme ça. Alors il y a quelqu'un d'autre qui mérite beaucoup plus que le mépris qu'on a eu pour lui, c'est Léopold, donc le père de Mozart, pour qui visiblement vous avez beaucoup d'admiration et même d'amour, parce que finalement, c'est vrai que nous, on a ce repère du film de Miloš Forman, Amadeus, on y reviendra aussi, mais que j'ai adoré. Hein. Qui est un film magnifique, moi aussi, j'adore ce film. Tout est faux, pratiquement. Tout est faux, sauf le portrait qu'il fait de Mozart, qui est exactement ce que je m'imagine. On reparlera de Mozart tout à l'heure. Juste Léopold, on l'a décrit comme tyran, manipulateur, profitant de son fils, un homme qui quand même avait une très grande notoriété à l'époque, beaucoup plus que son fils, puisqu'il avait une sortie de méthode pour apprendre le violon. Sa méthode pour le violon avait fait le tour de l'Europe. C'est un excellent violoniste. Donc pas tyran, pas manipulateur, pas profiteur, vous dites? Mais pas du tout. Je dirais même Papa plus loin. Poule, vous dites-vous? Papa Oui, Poule. moi je dis que c'est le premier Papa Poule de l'histoire des Papa Poules. Parce qu'il est tour à tour le professeur, la maman de remplacement, puisque quand les enfants tombent malades, il est là. Et quand Mozart tombe malade, il écrit des lettres déchirantes en disant « Il a été pris d'étouffement, je l'ai pris contre moi, j'ai pas fermé l'œil de la nuit, je tournais en le tenant serré contre moi dans la chambre, je lui mettais des compresses sur la tête. » Il refuse la vaccination parce qu'il a appris qu'il y avait eu des cas mortels. Donc on propose la vaccination, il la refuse. Il écrit quand on a dit qu'il voulait profiter de son fils. Il surveille tout ce qui est rivaux, tout ce qui pourrait être une cabale. Il essaie de le tenir éloigné de tout ça. Et il va même risquer son emploi. C'est-à-dire que quand Mozart va donner sa démission à Colloredo, Colloredo va écrire que le père et le fils aillent ailleurs se faire voir. Et je veux dire, pour lui, il prend beaucoup de risques. Et en même temps, moi, je suis intimement persuadée, parce que je me suis beaucoup intéressée à ces particularités de son fils, de Mozart, qui est quand même très curieux. Très curieux. Je veux dire, il a quoi il est jamais allé à l'école, puisque c'est son père qui lui a tout enseigné, pas seulement la musique, mais les langues. Il parle anglais, il parle français pas trop, mais un petit peu. Il parle italien, il parle évidemment allemand. Ouais. Donc c'est son père qui était toujours là à le pousser dans cette voie. Mais surtout, quand il lui apprend les mathématiques, cet enfant qui ne quittait pas son petit clavecin au début, puis le pianoforte qui va succéder, qui était là, enfin, il ne pouvait pas s'en passer, c'était attaché à ses doigts, il va tout abandonner et se mettre à couvrir la maison, les murs, les parquets de chiffres, partout. Il est environné de chiffres. C'est quand même extrêmement curieux. Il a réussi à lui faire lâcher la musique à un moment. Oui, ouais. Il est pris comme, je ne sais pas comment vous dire ça, comme ces enfants qu'on produisait. Il y avait un berger qui s'appelait Enodi ou Inodi, qui pouvait calculer des racines carrées plus vite que n'importe quel mathématicien, mais qui, en dehors de ses notes, de ses chiffres, n'avait qu'un rapport très lointain avec la vie de tous les jours. Plus tard, il est en train de donner un récital chez une de ses mécènes. C'est très important, ça fait vivre la famille. Et lui, il s'arrête en plein milieu du concert, il se met à sauter par-dessus les meubles, partout, en poussant des cris de sioux. Et on le sait parce que cette jeune femme a écrit une lettre en disant « sa musique est magnifique, mais qu'est-ce qu'il est vulgaire !» Il s'arrêtait en plein milieu de mon concert chez moi, dans mon salon, et il s'est mis à sauter par-dessus les... Donc, bizarre. Il écrit une lettre à sa sœur. Il doit répéter, je ne sais pas, 40 fois, 40, 50 fois le mot « pourquoi ». Pourquoi je t'écris, Nannerl ? Pourquoi je ne t'écrirai pas ? Et pourquoi tu ne m'écris pas ? Mais pourquoi tu pourrais m'écrire ? Et comme ça, je l'ai mise la lettre dans le livre. Parce que, et moi, je suis intimement persuadée que la science est très en retard sur tous ces êtres un peu différents
qui ont des maladies qui tournent autour de l'autisme, finalement. Et je pense, j'ai consulté des psychiatres, des psychanalystes, et tous m'ont dit ce sont des comportements qui ressemblent à la maladie d'Asperger. Et je pense vraiment, je n'ai pas voulu le mettre dans le... Enfin, je n'ai pas parlé d'autisme parce que, après tout, je pense qu'on va progresser beaucoup là-dessus. Mais toujours est-il que je pense que si Léopold n'avait pas été jour et nuit à côté de son fils... Il n'y aurait pas eu Mozart. On n'aurait pas eu Mozart. Je le pense vraiment. Ah oui. Ah oui, parce que quand il lui écrit un moment en lui disant « Tu es très en retard sur une partition qu'on t'a commandée, payée, comment ça se fait ?» Et son fils lui répond « Mais vous inquiétez pas, la partition est dans ma tête, elle est entièrement écrite, il n'y a rien à rajouter, je termine mon opéra, puis après je la jette sur le papier. » Et je suis allée à Vienne pour voir le manuscrit du Requiem. Et donc, c'était d'ailleurs très émouvant parce qu'on arrivait à Vienne, qui est une ville que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup travaillé. Et en général, il fait toujours assez beau. Et là, il pleuvait des cordes. Et on nous a amenés dans une pièce où il y avait déjà mon caméraman et ses 2 assistants qui étaient là, parce que je voulais qu'on ait la caméra au-dessus de la partition pour qu'on la voie très, très bien. Donc, le problème, c'était d'attacher la caméra de telle sorte qu'elle ne tombe pas sur le manuscrit. C'est mieux, que, oui. Là, vraiment, c'était un drame sans précédent. Et donc, on était tous là, 3 ou 4, à essayer de bien amarrer tout comme il fallait. Et on a vu arriver un monsieur qui avait, comme dans les films, vous savez, les films policiers, une redingote mastic qui était ceinturée à la taille, un feutre mou sur la tête, et il tenait à la main une mallette en cuir noir, comme ça, assez importante, qui était reliée à son poignet par une menotte. Et il est arrivé, donc il a posé là, après il a sorti une clé, il a enlevé la menotte, et puis on a ouvert la mallette. À l'intérieur, il y avait comment est-ce que je pourrais dire, c'est un cahier, mais qui était protégé aussi, donc on a enlevé la seconde protection, et on nous a ouvert le... J'ai demandé qu'on me l'ouvre à la dernière, enfin là où ça s'arrête. C'est le manuscrit autographe. Et donc, quand on a vu apparaître les dernières notes écrites de la plume de Mozart, d'un seul coup, en général, les cadreurs sont des garçons qui ont du répondant, qui sont... faut passer la technique d'abord, l'émotion bien après. Et là, on était tous... On essayait de ne pas pleurer parce qu'on se sentait tout bête, mais en même temps, moi j'avais les larmes aux yeux, on voyait cette page qui s'arrêtait comme ça sur la vie de Mozart finalement, et il n'y avait pas une rature de tout le manuscrit. On a regardé, il n'y avait que les 4 premiers numéros. C'est le cas de toutes ces partitions quasiment, des 1000 partitions, c'est ça, 1000 partitions? Il n'y a rien. Moi j'en ai feuilleté, je ne sais pas combien, j'ai profité de la chance qui m'était offerte que l'on m'ouvre tout ça. Et il n'y a pas de rature. Vous prenez une partition de Beethoven, mais c'est ahurissant, c'est repris, il y a des trucs dans la marge, dans la 3e, il y a un ballet français, enfin, je sais pas, il met sa vie dans ses partitions. Mozart, rien. C'est-à-dire qu'il composait ses œuvres dans sa tête avant, et elles ressortaient. Oui, il les mettait après, il écrivait comme ça. Incroyable. Qui explique qu'il ait fait l'ouverture de Don Giovanni avant qu'on crée. 2 heures avant qu'on commence. Pour les musiciens, c'était parfois difficile parce qu'il fallait déchiffrer. Et donc, il y a quelque chose... Moi, je suis intimement persuadée de ça. Je pense qu'un jour, on saura exactement ce qui s'est passé dans cette tête et dans cette cervelle qui s'est arrêtée de fonctionner à 35 ans. Est-ce qu'il avait conscience lui-même d'être un génie? Oui. 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 Ah oui. Oui. Comme Beethoven aussi. Je veux dire, il savait qu'ils apportaient quelque chose qui n'avait pas existé avant. Et il avait cette phrase d'ailleurs qui, moi, me touche beaucoup. Il disait je sais que je suis vulgaire, mais ma musique ne l'est pas. Bon jugement. Est-ce que c'était un type bien, Mozart? Ah, c'était un type formidable. Moi, je dis il y a 2 Mozart. Il y a le génie inexpliqué à ce jour, et puis il y a celui qu'on aimerait avoir pour meilleur ami, parce qu'il est généreux, parce qu'il est drôle, parce qu'il aime les femmes. Il les connaît, mais mieux que n'importe quelle femme se connaît elle-même. Et ça explique que ces portraits de femmes dans les opéras sont tellement bouleversants. Ça explique la comtesse
qui s'aperçoit que tout ce qu'elle pensait de l'amour, toujours, c'est pas exactement ce qu'elle vit aux côtés du comte. Et il y a ces airs qui sont déchirants, de beauté, d'élégance. Et puis ces petites servantes qui rappellent la cousinette avec laquelle il pratiquait des jeux. Ah, il y a un chapitre sur sa cousine. Que la morale réprouve, que le plaisir autorise. Très, très érotique. Très érotique. Oui, il y a je dis toujours, parfois on me dit c'est pour mes enfants, je dis ils ont quel âge? Parce que la lettre S comme scatologie, évidemment. Et c'est là d'ailleurs où on s'aperçoit que les biographes, et en fait il y a deux sortes de biographes sur Mozart. Il y a ceux qui sont avant Mozart, enfin avant la découverte des lettres, et ceux qui sont après. Et pendant tout un temps, Mozart était le divin Mozart, jusqu'au jour où on est tombé sur les lettres. Et là, d'un seul coup, et en même temps, il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire, parce que quand on lit des correspondances, par exemple, moi j'ai choisi la cousine du roi Louis XIV, elle écrit exactement pareil. Hein. Et ça s'explique parce qu'à l'époque, les moyens de soigner les maladies, c'était ou la saignée, qui expédiait les malheureux patients dans l'autre monde, ça a beaucoup amusé Molière, qui en a fait une merveilleuse pièce de théâtre, ou bien c'était les lavements. Et donc, on ne parlait que de ça. C'était toujours, ça revenait toujours dans les lettres, partout, tout le temps. Même la petite bonne, pour l'anniversaire de Mozart, va lui écrire un poème scatologique. Ah ouais? Ah oui, absolument. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, les correspondances que vous citez en disent très long sur la vie du XVIIIe. Mais c'est très intéressant. Et notamment sur les rapports entre les hommes et les femmes, et ces mariages très... Ce sont des mariages où on ne parle pas d'amour, c'est le XIXe siècle qui va créer ça. On se marie dans le même milieu. Et d'ailleurs, à la lettre R comme raciste, j'ai mis les réflexions de Léopold et de Wolfgang qui parlent d'un mariage qui n'est pas assorti, et ils sont très durs. Hein. Il l'appelle, je ne sais plus comment, enfin, il y a cette malheureuse fiancée qui est traînée dans la boue parce qu'elle n'est pas du même niveau. Il parle d'une noire aussi, du marchand juif, etc. Enfin, aujourd'hui, on pourrait pas écrire ça. Et c'est pas plus mal d'ailleurs. Mais toujours est-il que... les mœurs étaient très libres quand même. Les mœurs étaient beaucoup plus libres, mais il n'y avait pas de jalousie. Vous savez, moi je donne toujours un exemple pour résumer ce XVIIIe siècle sur le plan libertin. C'est une jeune comtesse dont j'ai oublié le nom, qui était dans son salon et son mari rentre... Ah oui, je l'ai sous les yeux d'ailleurs. Plus tôt que prévu. Et il tombe sur elle, qui était assise sur les genoux d'un monsieur dans une position qui ne laissait pas trop de doute à ce qu'ils étaient en train de faire. Et il a cette phrase quand même stupéfiante. Il lui dit « Mais enfin, madame, songez que ça aurait pu être quelqu'un d'autre que moi qui rentre dans ce salon. » C'est quand même ahurissant. Oui, c'est ça. Mais ça résume le XVIIIe siècle. Ouais. Les mariages tiennent parce qu'il n'y a pas de jalousie. Chacun mène sa vie. Et c'est ce que raconte Daponté, qui, à propos de Libertin, lui aussi se pose là, dans les noces. C'est-à-dire qu'elle regrette ses illusions perdues parce que le comte est bien décidé à se servir de son droit de cuissage sur la petite servante de sa femme. Voilà. Et Daponté qui était abbé, il faut le rappeler quand même. Il était abbé libertin. Et en même temps, c'est un personnage fabuleux. Ça aussi, je veux dire, quand on commence à se plonger dans la vie, il y a ces mémoires auxquelles il ne faut pas trop se fier, c'est comme le film Amadeus, et puis il y a la vérité. Et c'est quelqu'un, il parcourait mais des distances ahurissantes, il va se retrouver. D'abord, en fait, on lui donne un nom qui n'était pas le sien. C'est un juif qui habitait dans un petit quartier, dans le quartier juif de Venise. Et un archevêque qui avait remarqué qu'il avait des dons pour la musique va lui donner son nom, son prénom, et en plus il va lui donner son métier, si j'ose dire, puisqu'il en fait un prêtre. Mais un prêtre qui va se faire expulser 2 fois de Venise parce qu'il courtise tous les jupons qui passent, qui va se lancer dans la poésie, qui va partir à Paris, et puis va revenir retrouver Casanovas, qui n'était quand même pas le meilleur guide
pour un abbé. Pour pratiquer sa religion. Il va finir à New York où il sera épicier à un moment. À un moment, il ouvre, j'adore, c'est un personnage insensé, hein. Pour vendre les produits italiens. Il vend du jambon aux New-Yorkais. Alors il fait faillite, ça ne marche pas. Après, il est éditeur. Après, il décide qu'il va faire... Il n'y avait pas d'opéra à New York. Il va bâtir un opéra. Il va trouver l'argent et ça va se faire. Mais surtout, il a été librettiste. Et merveilleux librettiste. C'est lui qui écrivait les livrets de combien d'opéras de Mozart? Les trois, la trilogie. La trilogie. Il a commencé avec par ordre les Noces, Don Giovanni et Così fan tutte. Mais c'est la rencontre rêvée. C'est-à-dire que quand il rencontre Mozart à Vienne, puisqu'à un moment il passe par Vienne, où d'ailleurs il gagne très bien sa vie d'apponter comme librettiste, mais il fait ses livrets sur des compositeurs qui ne lui plaisent pas. Il a assez de goût pour s'apercevoir que ce n'est pas terrible. Et donc, il cherche un bon compositeur. Et de son côté, Mozart cherche un bon librettiste. Et ils vont se rencontrer, et ça va donner cette trilogie qui est la merveille du monde. Racontez-nous d'un librettiste. Enfin, quel est son rôle et en quoi c'est important dans l'opéra? Parce que les opéras qui, pour moi, sont les plus intéressants sont ceux qui ont... en parallèle le même talent, c'est-à-dire entre le compositeur et celui qui écrit l'histoire. Regardez Richard Strauss et Hofmannsthal, ça va donner des opéras absolument magnifiques. Et c'est pareil, la rencontre avec Da Ponte, c'est tout l'esprit du XVIIIe siècle. Quand il fait parler la comtesse, c'est déchirant. Quand il fait parler avec Mozart, la petite servante, dans Don Giovanni arrive le jour du mariage d'une petite paysanne. Bon, il lui raconte quoi? Parce qu'elle lui plaît bien, et puis que l'idée de lui prendre son pucelage, pour lui, c'est très important, Don Giovanni. Il y a deux choses importantes, il y a ça et ne pas croire en Dieu, et le renier jusqu'au bout. Ça, on sait où il en arrivera. Mais que fait-il? Il lui dit qu'il va l'épouser. Et c'est là où Da Ponte est génial, parce qu'il aurait pu y croire, mais dans ce qu'il dit, on sent qu'il n'y croit pas une seconde et qu'elle n'y croit pas du tout. Comment pourrait-elle, petite paysanne de rien du tout, penser qu'un grand seigneur va l'épouser? Mais en même temps, il est beau garçon. Donc elle chante je veux pas. Il lui dit vieni. Et elle dit oh, je veux pas. Puis finalement, elle y va. Et c'est pour ça que, bon, quand il va vouloir la violer, elle criera parce qu'elle se rappelle que c'est le jour de sa noce et que ça va faire mauvais genre, sans doute. Mais Da Ponte a cette finesse et ça colle parfaitement avec le côté libertin de Mozart. Et ça donne des merveilles comme Così, qui est probablement de tous les opéras de la trilogie le plus cruel. Così, c'est une histoire déchirante. C'est l'histoire d'un pari que prend, pas un vieux monsieur, je crois que dans le livret, il a 40-45 ans, et il prend le pari devant deux jeunes couples très amoureux, parce que ça doit lui rappeler des souvenirs, et puis le temps n'est plus pour lui. Donc, il prend le pari avec les deux garçons que leurs femmes vont les tromper. Et eux, ils sont tellement sûrs. Ils disent, bah, oui, bien sûr. Et puis, par un stratagème, il va les faire partir pour la guerre avec la soubrette. Toujours les soubrettes sont toujours coquines. Et ils vont partir, revenir déguisés en Albanais. Ça, je ne sais pas pourquoi. Da Ponte devait avoir été ému par des Albanais. Je ne sais pas. En tout cas, ils reviennent déguisés en Albanais. Et évidemment, elles vont céder. L'une plus que l'autre, mais quand même. On peut céder en parole aussi. Et finalement, on rajoute un petit air qui dit « Mais voilà, je vous pardonne, tout va très bien. » Mais ce n'est pas vrai. La confiance, c'est fini. Je donne toujours, quand j'en parle à des élèves, je leur dis « Imaginez une petite tasse de porcelaine. Maladroitement, vous la cognez contre un coin de la table, il y a un petit fel. Aujourd'hui, bon, on recolle ça, personne ne le voit. À part que si vous essayez de la faire sonner en tapant dessus comme ça, c'est fini. Elle ne sonnera plus jamais de la même manière. Ça sera un son mat, éteint, et ça ne sera plus ce son clair. Eh bien, c'est l'histoire de Così fan tutte. Leur histoire est fichue. Très bien. C'est terrible. Mais c'est tellement bien vu. Non, mais c'est pas temps de nous entendre parler d'opéra. Mais c'est tellement bien vu. Et tous les deux, ils savent de quoi ils parlent. Vous l'avez un peu dit tout à l'heure, est-ce qu'il était aussi excentrique, Mozart, qu'on le voit dans le film de Miloš Forman? Ah oui. À ce point-là. Parce que dans le film, il est complètement... Oui, il y a des correspondances pour ça. Quand on
dit du mal de son père, ça me révulse, parce que ils s'écrivent, ils adorent les carnavals. Donc dès qu'ils passent dans une ville où il y a un carnaval, s'ils sont ensemble, ils se précipitent pour s'acheter des costumes, enfin les louer, et ils se déguisent. Alors à un moment, Wolfgang explique qu'il s'est déguisé en commis-coiffeur. Je ne sais pas pourquoi en commis-coiffeur. En même temps, il écrit des petites énigmes qui vendent avec des trouvailles. Et d'ailleurs, je me suis aperçue d'une chose, moi qui avais terminé enfin et envoyé mon manuscrit à l'éditeur, je me suis aperçue que j'avais mis 3 devinettes et que j'avais complètement oublié de donner la solution. Ah bah donnez-le nous alors, donnez-les-nous. Elles sont faciles. Il y en a 2 qu'on peut deviner, mais la 3e, je ne suis pas sûre. Et j'ai oublié. Je voulais la mettre à la fin et puis j'ai complètement oublié. Mais non, ils adorent s'amuser tous les deux. Quand ils arrivent, ils sont épuisés par ces voyages en voiture, attelés. La première chose qu'ils font, ils ne posent même pas leur valise. Ils regardent si on donne une pièce de théâtre ou un concert. Ils se précipitent tous les 2 pour suivre ça. Il était heureux, Mozart, ou pas? Parce qu'il y a quand même, sa musique est dans l'ensemble plutôt joyeuse. Je ne parle pas du requiem évidemment, mais il y a quand même des moments de nostalgie un petit peu. Je dirais que il est, comment dit-on? Vous savez, quand on est un peu double face, j'ai un trou de mémoire. Je cherche aussi en même temps. Il avait 2 natures. Bipolaire. Oui, exactement. Voilà, merci. Merci beaucoup. Il avait un côté bipolaire comme ça, c'est-à-dire qu'il pouvait être très très joyeux, puis d'un seul coup il tombait dans une sorte d'abattement, il se renfermait sur lui-même et voilà, il se coupait. Il a là une caractéristique qui moi m'a beaucoup étonnée au début, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui peut lui créer une forte émotion, il le repousse. Il ne veut pas le savoir, il ne veut pas en entendre parler, il s'abstrait. Quand sa mère meurt, à Paris en plus, donc imaginez, il n'avait jamais... Premier voyage seul avec sa mère. Ils ne se sont pas parlé de tout le voyage. Il arrive à Paris, elle est malade, elle tombe malade, elle meurt. Il prend la plume, il écrit avec le corps de sa mère devant lui, inerte, il écrit à son père... maman va pas très bien, mais ça va s'améliorer certainement. Espérons. Il rajoute mais pas trop, et pour cause. Elle est morte devant lui. Et il termine sa lettre en disant mais bon, passons à autre chose. Voltaire est crevé comme un chien. C'est quand même très étonnant. Et ce qu'on ne savait pas jusqu'au moment où on a découvert, parce que la correspondance a été découverte en plusieurs fois, c'est que 2 heures après, il écrit à l'un de ses amis très proches, qui est un abbé, qui est Bullinger, et là, il écrit une lettre où il dit « Je suis dévasté, ma mère est morte, je suis seule avec elle à Paris ». Mais il veut pas que son père, d'abord, s'affole, et qu'ensuite, il y a un échange de lettres qui remue quelque chose. Quand son père meurt... Là, il est dévasté. Il compose la petite musique de nuit, qui est une musique complètement joyeuse, pratiquement au même moment. C'est étonnant. Tout le temps, dès qu'il y a quelque chose qui lui arrive et qui est prégnant, il l'écarte. Et moi, je pense qu'il avait une sensibilité exacerbée et qui protégeait ce qu'il avait à dire, ses partitions. Et que quand quelque chose pouvait remettre tout ça en cause, il l'écartait. L'argent, vous dites que c'était une idée fixe pour lui. Oui. Vraiment? Oui. Ouais. Oui, parce que quand, disons, quand ça commence à aller très bien, ils viennent de se marier, ils ont pris un appartement énorme de 300 mètres carrés, ils donnent un grand bal, l'argent rentre à flot. C'était un des professeurs les mieux payés de Vienne. C'est ce qui lui rapportait d'abord avant ses œuvres. Ah oui, ça lui rapportait beaucoup d'argent. Et il refusait sans arrêt des élèves. Il y a d'ailleurs des notes sur ces élèves qui sont à mourir de rire, parce qu'il n'est pas tendre. Et en même temps, il commence déjà à écrire à des amis pour réclamer de l'argent. Et moi, je pense que c'était un joueur. C'était un joueur impénitent et un joueur de billard. Et la preuve en est que dès qu'il apprenait... Quand on va encore à Salzbourg, on nous montre la pièce du billard. Il avait un billard qui valait beaucoup d'argent, qui était un billard professionnel. Ce n'était pas un billard comme on a parfois à la campagne pour s'amuser avec des amis. C'était un vrai billard de professionnel. Et dès qu'il apprenait qu'il y avait un joueur de billard qui passait dans tel ou tel endroit, il s'y précipitait. Même si c'était le meilleur du monde. Oui. Ouais.
Et il perdait. C'était un très bon joueur, mais il perdait. Et je pense que ça s'explique comme ça. Et en revanche, vous dites qu'il n'était pas si endetté que ça à la fin de sa vie. Hein. Il avait quelques dettes, mais c'était pas non plus insurmontable. On a toujours représenté mourant dans un dénuement absolu, c'est pas vrai. On a vendu, après sa mort, Constance a vendu ce qu'il y avait dans la maison. Il y avait des instruments de grand prix, il y avait une garde-robe très luxueuse qui s'est très bien vendue, en dehors des partitions. Et jusqu'à la fin, il a eu du personnel chez lui. Donc, il n'était pas, c'était pas ça. Bon, c'était difficile parce que les commandes s'amenuisaient, que les Viennois avaient décidé que finalement seul l'opéra italien était intéressant et que Mozart, c'était démodé, ce qui fait qu'il va aller se réfugier dans les faubourgs. Mais là encore, on a dit des bêtises parce que je me suis renseignée pour savoir quelle était la capacité de ce petit, on dit toujours le petit théâtre de bois de Schikaneder, mais il y avait 2000 places. C'est pas un petit théâtre, 2000 places. Et en plus, le public, c'était pas ce qu'on a représenté dans le film. Pour la flûte enchantée. Oui. Le public, c'était pas du tout ce qu'on a représenté avec des plaisanteries grasses. C'était des gens qui vivaient effectivement dans ce faubourg, mais il y avait beaucoup d'aristocrates qui. La preuve, c'est qu'il y allait avec son soi-disant empoisonneur. Combien de temps a-t-il eu du succès de son vivant, véritablement? Je dirais. Il est mort à 35 ans, je dirais 15 petites. Ah oui. 12 années. 12 années. Ça a été long à démarrer et ça s'est arrêté relativement vite. Il a été ignoré pendant combien de temps après sa mort? Il a été ignoré longtemps après sa mort. Et à partir de quand, finalement, il y a eu une... Non, pas tant que ça? Pas tellement, parce que, bon, il a été massacré, ça, les partitions, c'est pas notre honneur, mais j'ai mis une sortie sur les critiques français et sur la manière dont on montait ses œuvres. C'est-à-dire que dans une partition, par exemple, dans Les Noces de Figaro, on rajoutait un petit bout de Don Giovanni parce que ça avait bien plu. Oui. Et on changeait les paroles. Quand ça paraissait un peu trop gênant, alors on changeait. On mettait quelque chose de drôle sur une partition, un passage de partition très triste. Enfin, ça a été absolument massacré. Combien de partitions écrites? 1000, hein, c'est ça? À peu près. 1000. Mais si on se reporte à Bach, à Jean-Sébastien Bach, ou même à Haydn. Mais ce qui est intéressant entre Haydn, par exemple, et Papa Haydn, qui a été tellement adorable avec Mozart, c'est lui qui l'appelait Papa Haydn. C'était son père supplémentaire. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe à un moment. Et c'est pour ça que j'ai choisi, là encore on retombe sur le choix déchirant, j'ai choisi 3 concertos, le 20 pour piano, le 20, 21 et 22, alors que le 23 et le 24 sont plus connus parce que les andantes, c'est toujours chez Mozart, les adagio, les andantes, vous mettre les larmes aux yeux, sont plus connus. Mais pour moi, ces 3 premiers concertos, enfin c'est pas les premiers, 20, 21, 22, sont ceux où on passe vraiment et définitivement de ce que pourrait appeler la musique de salon et l'émotion qui entre brusquement, et ça change tout. Et on en arrive sur ces passages auxquels je faisais allusion, où on ne peut pas les écouter sans le concerto pour clarinette. Le second mouvement, si vous ne pleurez pas, c'est que vous n'avez pas de cœur. Pourquoi est-ce que dans les 13 mois qui lui restent à vivre, écrit-il autant de chefs-d'œuvre, vous le dites, alors qu'il est aux abois et qu'il connaît des problèmes de santé successifs? Oui. C'est drôle d'ailleurs ces histoires de santé, parce que je continue de recevoir des lettres de médecins, de spécialistes qui me disent « moi j'ai une idée », etc. On lui a prêté mais toutes les maladies du monde. Oui. En fait, c'était un mélange de rhumatisme aigu, de maladies honteuses, comme on disait. Il y avait un petit mélange de tout ça et d'énormes fatigues. Je crois que d'une fatigue, il n'a pas arrêté. Pourquoi est-ce qu'il écrit autant de chefs-d'œuvre à ce moment-là? Est-ce que c'est justement l'urgence, parce qu'il sent qu'effectivement c'est la fin? Je pense qu'il y a, curieusement, au moment où il se sent vraiment très mal, les commandes arrivent. Il y a des commandes qui reprennent, on l'appelle à nouveau, donc il ne peut pas suivre parce qu'il est tellement fatigué qu'il n'y arrive pas. Donc il essaie de finir ses commandes et en même temps, il sait, après avoir créé la flûte, ça va encore à peu près bien.
Il continue à aller écouter les représentations. Il adore sa flûte enchantée. Parce qu'il y a tout ce qui lui tient à cœur. Il y a le royaume de l'enfance avec les 3 petits garçons. Il y a l'amour entre Pamina et Tamino. Il y a l'initiation maçonnique, 2e acte. C'est ce que j'allais vous demander, effectivement. Vous dites que c'est une œuvre, et l'hommage rendu à ceux qui l'ont aidé. Il était franc-maçon. Hein. Il était franc-maçon et il avait fait entrer Papa Haydn, donc, et son père, après lui. Il les avait fait entrer en maçonnerie aussi. Mais il a été au contact des maçons très tôt, parce que les maçons fréquentaient la maison souvent des compositeurs pour passer des commandes. Ils allaient souvent chez les Mozart, donc il les a connus très tôt. Et ça a été très important dans sa vie, parce que c'était, je crois qu'il avait besoin, il était croyant, hein, mais il avait la chance finalement d'être tombé à une époque où l'empereur Joseph II c'était un homme des Lumières. Et il aurait pu, comme ça s'est passé dans d'autres pays, se méfier beaucoup jusqu'à les interdire des loges maçonniques. Et là, il y avait, quand Joseph II arrive au pouvoir, il y avait une 12aine de loges maçonniques à Vienne. Il va quand même en garder 4, qui elles-mêmes auront des ramifications. Donc, il ne leur ferme pas la porte au nez. Coloredo, dont on a dit pique-pendre, parce que c'est vrai qu'il a été odieux avec Mozart, il avait sur son bureau le buste de Voltaire et de Diderot. C'était ce XVIIIe siècle où on songeait déjà vraiment à un changement de régime, où les encyclopédistes avaient essaimé. N'oublions pas que Paris était un peu le centre du monde à ce moment-là. Tout le monde parlait français. Et donc, on était au courant de ces idées-là. En dehors de la flûte, quels sont les chefs-d'œuvre donc sur les 13 derniers mois? Il y a son dernier opéra. Ouais. Il y a les 4 premiers numéros, puisqu'après ça s'arrête du Requiem. Il y a la dernière cantate maçonnique qui est vraiment très très belle. Et puis bon, sa flûte enchantée qu'il adorait. Vous dites la flûte enchantée. Le dernier ouvrage, c'est pas la flûte enchantée, c'est la petite messe maçonnique. Vous dites farce sans queue ni tête pour les uns, opéra initiatique pour les autres, turquerie, pièce de théâtre, féerie. Et vous dites, pour ma part, je ne choisirai pas. C'est un peu non, tout ça. Parce que moi j'aime beaucoup la flûte enchantée. Qui n'aime pas la flûte enchantée, on se demande. Sauf ma fille qui dit, oh là là, le 2e acte, qu'est-ce que c'est long. Je dis, ne dis pas ça quand il y a du monde. Mais moi j'adore l'enlèvement sérail, par exemple. Je trouve que c'est alors dans le genre turquerie, mais il y avait ça dans ce XVIIIe siècle. On voyageait, on découvrait des terres. Les Turcs étaient à la mode. Tout le monde parlait de turquerie à la cour de Versailles comme à Schönbrunn. Donc c'est un siècle qui est vraiment intéressant. Puis on écrivait une langue magnifique. Un autre trait de caractère de Mozart, c'est son besoin des autres que vous soulignez, très important. Être aimé. Ouais. Ouais. Il concluait d'ailleurs beaucoup ses lettres, même quasiment toutes. Hein. Aimez-moi. 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 Ouais. Il a peur de ne pas être assez aimé. Pourtant, son père le chérissait beaucoup. Oui, mais je crois qu'un jour, quelqu'un, pour se moquer de lui a dit qu'il ne l'aimait pas. Il a pleuré pendant 2 heures. Extrême sensibilité, comme vous disiez. Oui. Et d'ailleurs, il n'y a pas de soir où il ne pensait pas à la mort. Oui. Mais ça, c'est... Alors, je vais vous dire, j'étais assez surprise parce que je crois que c'est assez courant. On pense à la mort parce que ça paraît un truc presque héroïque quand on est jeune. Quand on a 10, 12 ans, 14 ans, on se balade avec des petites têtes de mort en argent autour du cou. Bon. Après, on est pris par d'autres choses. Il faut monter un foyer, il faut trouver un métier. C'est moins présent. On met au monde les enfants. Et puis, on recommence à y penser. Moi, j'y pense souvent. Et vous pensez que lui, il avait ce pressentiment qu'il allait partir assez vite? Je ne peux pas le dire. À travers ses correspondances. Hein. Moi, j'espère ne pas avoir le pressentiment de partir assez vite. Je touche du bois. mais j'y pense tout le temps. À la fin du dictionnaire, il y a un chapitre qui s'appelle Termes. Termes pour Mozart. Et vous citez, je ne sais pas, peut-être 50 adjectifs qui pourraient lui aller. Lequel choisissez-vous? Il est humain. Humain. Oui. Votre œuvre préférée? Votre œuvre préférée de Mozart? Ça, on ne peut pas dire ça. Quand on me peut pas demande dire ça de Mozart? Un jour, on m'a dit, qu'est-ce que vous emporteriez sur une île déserte? J'ai dit, un bateau gonflable.
Je crois que j'ai déçu beaucoup mon public. Parce que vous n'avez pas envie d'être sur une île, c'est ça en fait. Vous n'aimez pas les îles. Pragmatique. C'est ça. C'est impossible à dire. C'est impossible à dire. Non, parce que vous choisissez quelque chose et vous dites, oh zut, j'ai pas pensé à ça. Il y a des arias qui sont tellement belles. Il y a des sonates, des petites sonates toutes bêtes qui sont magnifiques. Il y a des concertos enivrants. Il y a ce quintet pour clarinette, le quintet. Il y a le concerto, mais il y a aussi le quintet. Et curieusement, les deux seconds mouvements sont assez proches l'un de l'autre. On les confond souvent. Mais c'est magnifique. Requiem. Comment choisir ? Oui, alors le Requiem, c'est l'œuvre la plus connue. C'est vraiment l'œuvre la plus connue du monde. Et en fait, il en a écrit à peine un tiers. C'est curieux. On va écouter Lacrimosa. Et on va le voir en même temps. Voilà, dirigé par Karajan. Et là, il y a les sopranos, vous allez voir. C'est le chant des anges. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. Là, on va enchaîner sur le... Ce que je voulais dire, c'est que ce passage-là, dans le Requiem, ça dit quoi? Ça commence, c'est très violent, le début, avec les barytons et les basses. Ça veut dire que c'est notre peur de mourir. Tout le monde a peur de mourir. On a beau dire, moi, mais pas du tout, c'est pas vrai. On a tous peur de mourir. Et là, c'est la chair. C'est la chair qui dit, moi, j'ai peur, je veux pas mourir, je veux pas pourrir. Et puis, brusquement, il y a les sopranes qui arrivent. Et c'est la voix des anges. C'est, mais n'aie pas peur. Il y a autre chose, ailleurs. N'aie pas peur, viens. On va te prendre dans nos bras et on te fera traverser. C'est sublime. Et là, ce passage-là, qu'est-ce qu'ils disent? C'est moi, ça. Ah oui, c'est nous, mais on peut remettre l'image? Ouais, on va remettre l'image. Mais tout est sublime.
Qu'est-ce que vous voulez rajouter après ça? Et de tête, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est incroyable de se dire que l'œuvre sortait telle qu'elle, quoi, qu'il l'avait dans sa tête et qu'il la sortait telle qu'elle. C'est d'ailleurs un des beaux moments du film de Forman, je trouve, c'est la fin où il dicte finalement. Alors je ne sais pas s'il l'a véritablement dicté, mais d'avoir la musique comme ça dans sa tête, c'est extraordinaire. Il l'a dicté vraiment. Oui, ouais. Oui. Merci, Ruggieri. Merci beaucoup. Merci à vous tous et toutes. Merci.